Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC ONE ESPN numéro 55, Nicolo versus Perez. N'hésitez pas avant tout à vous abonner les frérots si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si jamais le contenu vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les tickets des pronostics que je balance sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, Instagram et Twitter, parce que TikTok il me bloque là-dessus pour le moment et je ne partagerai que les publicités dessus pour le moment. Comme toujours aussi un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher des commentaires, vous faites vraiment plaisir les frérots. On va en premier récap cette dinguerie du UFC 300 qui s'est passé hier, c'est parti. Et du coup on retrouvait sur la prélim de l'UFC 300 déjà 8 combats vraiment très intéressants. En tout premier juste deux anciens champions de l'UFC, Deiveson Figueiredo contre Cody Garbrandt. Je pensais que Garbrandt ferait une meilleure prestation que ça au premier round, alors il a franchement pas été mauvais au premier round, mais le deuxième, il a été un peu inexistant. À partir du moment où Figueiredo a réussi à l'emmener au sol, ça a été compliqué. Et Garbrandt, il a survécu jusqu'à se faire soumettre. Donc Cody perd au deuxième round, ça faisait un petit peu de la peine, mais bon. Ensuite, on retrouvait Bobby Green contre Jim Miller, les vétérans, surtout Jim Miller. J'aurais bien aimé voir Jim Miller gagner après l'UFC 100, 200 et le 300. Ça aurait été sympa de le voir remporter ce combat contre Bobby Green. Et il y allait Jim Miller avec du cœur, hein, mais ça a été vraiment difficile. Bobby Green était trop précis. Juste trop bon pour lui, trop rapide. C'est ce que je pensais qu'il se passerait si jamais Miller boxait. Je pensais qu'il ferait plus de grappling, plus de lutte, qu'il tenterait plus de pousser Green contre la cage. Et non, il a choisi de boxer et du coup il s'est un peu fait allumer le pauvre Jim Miller et il perd par décision unanime. On retrouve ensuite l'ancienne championne Jessica Andrade face à Marina Rodriguez. Beaucoup de gens voyaient Marina Rodriguez. Je pensais que Jessica Andrade m'avait assez impressionné sur son dernier combat. Elle était bien revenue, je trouvais. Et elle a remporté un split decision. Alors moi je lui aurais donné la décision unanime, mais bon, pour moi elle a vraiment dominé les débats sur ce combat. On retrouve ensuite Jalin Turner contre Renato Moicano. Et là, grosse erreur de Jalin Turner qui, après avoir envoyé Moicano au tapis à moins d'une minute de la fin du premier round, il n'a pas suivi, il pensait que c'était suffisant. Il a peut-être trop pensé aux 300K de bonus du KO de la soirée, il n'a pas suivi pour finir au sol. Et ça a permis à Moicano de récupérer, de se relever et d'aller terminer, lui, Jalin Turner, par KO technique au deuxième round. Il doit s'en vouloir Turner, vraiment. C'était vraiment une grosse erreur de sa part. On retrouvait ensuite, c'était Sodiq Youssouf dans la deuxième partie des prélims contre Diego Lopez. La sensation brésilienne, Diego Lopez, il a pas déçu. 1 minute 29 lui ont suffi à venir à bout de Sodiq Youssouf par KO technique, après l'avoir envoyé 2 fois au tapis. Vraiment impressionnant le Brésilien une nouvelle fois. On retrouve ensuite Holly Holm contre la sensation également du PFL Kayla Harrison, médaillée olympique en judo. Et je me disais qu'Holly Holm pourrait peut-être, si elle empêchait Kayla Harrison de l'emmener au sol, nous reproduire ce qu'elle avait fait face à Ronda Rousey. Mais Kayla Harrison en gabarit, c'est pas Ronda Rousey, hein, elle est vraiment énorme. Énorme. Elle doit énormément cutter pour combattre dans la division des bantamweight, pardon. Et Holly Holm, elle n'a pas existé. Elle s'est fait emmener au sol et au deuxième round, elle a subi l'enfer jusqu'à se faire soumettre. Donc victoire de l'américaine. On retrouvait ensuite, catégorie featherweight, l'ancien champion Aljamain Sterling, ancien champion bantamweight face à Calvin Kattar. Pour du coup son entrée dans la catégorie featherweight, Aljamain Sterling, je pensais qu'il gagnerait ce combat par décision. C'est ce qu'il a fait. Alors c'était sûrement le combat le moins divertissant de la soirée. Mais Sterling, il a fait le taf, il n'a pas pensé aux 300K et au public, et il a fait le taf, il a remporté par décision logique. Ensuite, on retrouvait l'ancien champion light heavyweight, Jiří Procházka face à Alexander Rakic, et c'était un combat vraiment intéressant sur le papier et également dans la cage. Rakic, il s'est montré vraiment très propre sur le premier round, en contrôlant Procházka avec ses low kicks et en gardant sa distance. Jiří, il était capable de perdre le premier round pour dans le deuxième aller chercher le KO technique. Et à un moment donné où il a réussi un petit peu à amener le désordre, Rakic il s'est fait toucher et ensuite Procházka il a suivi. Puis il a terminé par KO technique au deuxième round. Et ça vraiment, c'était vraiment top comme combat, comme divertissement pour le dernier combat des prélims. J'ai adoré. Donc vraiment ouais, une super prélim déjà avec à part un combat un petit peu ennuyeux, celui de Sterling contre Kattar. Les autres combats ont quand même été assez divertissants. Il y a eu du finish, il y a eu de la soumission, il y a eu du KO. C'était vraiment top. Les meilleurs prélims que j'ai jamais vus depuis que je regarde l'UFC. Hein. Vraiment, l'UFC 100 ou 200 n'était pas au niveau par rapport aux prélims, hein, en tout cas. On enchaîne maintenant sur la carte principale.
On retrouvait du coup 5 combats sur la carte principale de cette UFC 300. En premier, Bonical contre Cody Brundage. Je vous avais conseillé de choisir Bonical parce que Brundage, il avait vraiment très peu de chances de remporter ce combat. Alors il s'est bien comporté hein, dans le premier round. Il a été quand même assez efficace sur la défense. Et Nickel, il a dû attendre le deuxième round pour aller chercher la soumission. Et il était assez déçu de sa prestation, mais bon, il a remporté le combat, c'est le principal. Alors la cote était à 1,01, celle de Nickel, hein, elle servait absolument à rien. Brundage, une énorme cote à 10, mais voilà, fallait pas la tenter, elle était beaucoup trop risquée. Et donc victoire de Bonical pour le premier combat. Deuxième combat, on retrouvait Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Combat très compliqué à pronostiquer. Et, je vous avais dit, j'étais 50-50 sur celui-là. Je pensais que Oliveira avait ses chances de remporter, mais Arman Tsarukyan avait largement aussi ses chances de remporter ce combat. Il avait les armes pour. Ça a été très très disputé. Premier round, je pense, pour Oliveira avec sa tentative de soumission, sa position montée. Même s'il y a eu un temps de contrôle plus long pour Tsarukyan, c'est Oliveira qui a marqué les esprits dans le premier round. J'ai vraiment cru qu'il allait soumettre Arman dans le premier round et j'ai vibré sur ce combat. Deuxième round, Tsarukyan il a repris le contrôle, il a emmené Oliveira au sol et ça, il a fait un petit peu de dégâts avec une ouverture sur le visage avec ses coups de coude. Et troisième round, un petit peu plus disputé, Charlie il est revenu. Alors c'était pas terrible debout en striking, on va dire qu'ils n'ont pas pris trop de risques non plus l'un et l'autre. Et Charles Oliveira il s'est quand même fait un petit peu dominer sur l'ensemble du troisième round, même s'il a réussi à retourner la situation et à tenter une soumission sur la fin du combat. Ça n'avait pas l'air d'avoir vraiment gêné Arman Tsarukyan. Par contre, il y a eu également à la fin du deuxième round une tentative de soumission où je pense que Tsarukyan était pris. Il a été sauvé par le gong vraiment, donc vous voyez c'était quand même très chaud ce combat et je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas eu 5 rounds. Je pense que tout le monde aurait voulu qu'il y ait 5 rounds. Un combat qui doit déterminer le prochain challenger à la ceinture peut pas se faire en 3 rounds. C'est comme Kamaru Usman contre Chimaev. On est forcément frustré à la fin parce qu'il n'y a pas de finish et on aurait voulu voir des rounds supplémentaires. Bref, victoire de Tsarukyan par split decision. Donc erreur pour ce prono là. Vu que j'étais 50-50, la logique aurait voulu que je choisisse Tsarukyan parce que c'était moins risqué, mais comme j'ai dit dans la vidéo, c'était pour la cote d'Oliveira. Sa cote était beaucoup plus intéressante et ça valait le coup de prendre le risque. Le troisième combat ensuite, on retrouvait pour la ceinture BMF, Justin Gaethje contre Max Holloway. Je vous avais conseillé de choisir Justin Gaethje. Je pensais qu'il serait dans la catégorie lightweight un peu trop lourd et trop puissant pour Holloway, un peu à l'image du combat d'Holloway contre Dustin Poirier à l'époque. Et je pensais que même si Holloway était sûrement meilleur en boxe, que ça allait vraiment être compliqué pour lui, la distance, tout ça, la puissance de Gaethje. C'est pas du tout ce qui s'est passé, je me suis complètement planté sur ce combat-là. Holloway, il a fait une masterclass. Il a dominé Justin Gaethje déjà sur les 3 premiers rounds sans prendre de dégâts. Bon alors, il y a eu un coup de pied retourné à la fin du premier round qui a cassé le nez de Justin Gaethje, plus 2 high poke qui n'ont pas dû l'aider énormément je pense, mais le coup du nez cassé, ça a vraiment dû l'entamer, vraiment. Il a quand même tenu jusqu'au 5e round. Après, Gaethje, dans le 4e, il est bien revenu. Il a même envoyé Holloway au tapis. Holloway est tombé un léger knockdown, mais pour la première fois de sa carrière. Et au final, Gaethje perdait le combat à la décision si ça allait au bout. Et dans les 10 dernières secondes, hein, si vous avez vu le combat, vous avez vu cette dinguerie là. Il a provoqué Gaethje à venir au centre de l'octogone et à échanger avec lui. C'est fou ce qu'il a fait Holloway. Ces 10 dernières secondes, elles étaient tellement BMF. C'est dingue. C'est dingue de faire ça, de prendre le risque face à un combattant aussi dangereux que Justin Gaethje, d'échanger comme ça en brawl total au milieu de la cage. C'était une dinguerie. Au final, c'est lui qui percute et qui met KO Gaethje. Alors je pense que Justin, il était entamé parce que 2 minutes avant, il avait été sonné quand même, faut pas l'oublier. Il a dû être vraiment entamé par les coups d'avant et du coup, le coup l'a endormi complètement. Et il a fini complètement endormi au centre de l'octogone. C'était vraiment violent. Et quel nouveau champion nous fait Max Holloway, champion BMF, vraiment, il a pu défier qui voulait derrière, un champion featherweight, il a défié Topuria direct, qui était choqué dans le public, il a défié un petit peu Islam Makhachev aussi. Non, vraiment là, Max Holloway m'a impressionné, il a sorti une masterclass, c'était incroyable de dominer Justin Gaethje de cette façon-là. Justin Gaethje, il a déjà été sonné, il a déjà perdu des combats contre Poirier à l'époque où il avait pris un KO technique, tout ça, mais il n'avait jamais été dominé de cette façon-là. Ce que Gaethje il a fait à Poirier là pour la revanche pour le titre BMF, il l'a envoyé KO. Et ce qu'il avait fait au 3e round à Rafael Fiziev, non, Holloway il lui a laissé aucune place, aucun doute. C'était une domination totale de sa part. Et puis un KO comme ça à la fin, non, c'était complètement dingue. Et il m'a fallu 10 minutes pour m'en remettre de ce combat, j'ai vraiment kiffé. Du coup, je me suis planté, hein, je vous avais conseillé Gaethje et je me suis complètement planté. Holloway m'a vraiment surpris. J'avais bien dit dans la vidéo d'analyse que pour moi Holloway il avait fait une meilleure montée cette fois-ci et
C'est clair que la montée en poids léger cette fois était vraiment bien mieux préparée que la première. Vraiment super combat donc pour le titre BMF. On a un nouveau champion BMF en la personne de Max Holloway qui mérite cette ceinture. Et en plus, double bonus pour lui, 600 000 euros. Alors là, c'est mérité, vraiment mérité. Donc je me suis planté sur celui-là aussi. Et là, ouais, celui d'Oliveira, je le sentais que c'était risqué. Mais là, Gadget, non, je me suis planté. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouvait en co-main event la championne strawweight Zhang Weili face à sa compatriote Yang Xiaonan pour le combat en synchrone pour la ceinture. Je vous avais conseillé de choisir Zhang Weili. Je pensais que, comme je l'avais dit dans la vidéo d'analyse, qu'elle allait sûrement rouler sur Yan. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé pendant une bonne partie du combat. Fin du premier round, elle a carrément endormi Yan. Pour moi, Yan, elle était, même pour tout le monde, on l'a vu, hein, elle était endormie. C'est l'arbitre qui l'a réveillée au final. Donc, sauvée vraiment par le gong. Deuxième round, pareil, elle a pris un grand endpoint de l'enfer et d'autres tentatives de soumission. Elle a réussi à revenir dans le troisième, parce qu'elle a envoyé quand même 2 knockdowns dans ce combat. Elle a envoyé 2 fois Zhang au tapis. Elle était quand même dangereuse debout, Yan, mais en lutte et en grappling, elle s'est fait dépasser. Elle a subi la même chose dans le 4e et 5e round. Donc Zhang Weili conserve sa ceinture. Elle s'est fait 1 ou 2 frayeurs, mais elle a quand même assuré sur ce combat. Et on était à 50-50, 2 pronos de réussite, 2 de ratés. On enchaîne donc sur le dernier combat et main event. Alex Pereira face à Jamal Hill pour le titre champion light heavyweight. Je vous avais conseillé Jamal Hill. Je pensais qu'il serait capable peut-être d'aller chercher des petites faiblesses chez Pereira en striking au terme du combat. Alors, bien sûr, je savais qu'un Pereira était dangereux et qu'il pouvait éteindre la lumière à tout moment. Et j'ai voulu prendre un risque également, comme un peu avec Oliveira, pour tenter la cote de Hill, qui n'était pas énorme au final. Une cote à 2 face à une cote à 1,70. Il n'y avait pas énormément de différence. Mais Jamal Hill, qui n'avait qu'une seule défaite, qui était concédée au sol face à Paul Craig, avait terminé tous les adversaires qu'on lui avait présentés, son KO sur Johnny Walker, son combat mémorable, même si face à un Texera vieillissant, je l'avais dit, pour moi ça pesait pas énormément dans la balance. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça s'est passé, c'est-à-dire que bon, Pereira en plus ce coup avec Herb Dean, l'arbitre qui veut interrompre après le coup dans les parties, et sans même le regarder, Pereira qui le pousse de la main et qui envoie cette gauche derrière. Non mais c'était un film, c'était un délire. KO exceptionnel d'Alex Pereira. Il vient vraiment, je pense, de montrer qu'il est le patron dans cette catégorie. Là, pour la suite, il a parlé des poids lourds. Alors, je sais pas s'il y a Ankalaev qui doit être pas très loin, à mon avis. Ankalaev sera sûrement son plus gros challenge à suivre s'il défend encore sa ceinture dans la catégorie light heavyweight avant d'aller tenter un combat chez les poids lourds. Mais en tout cas, victoire expéditive d'Alex Pereira et KO vraiment impressionnant. Même le grand endpoint qui a suivi derrière pour endormir Hill, qui n'a vraiment pas pu exister dans ce combat au final américain. Et donc, erreur supplémentaire, je me suis encore planté cette semaine, un flop 2 sur 5. Alors j'ai pris des risques avec Hill et Oliveira. Je le savais, c'était pour la cote. Je l'avais bien précisé que c'était risqué, que c'était vraiment pour la cote, mais que j'étais quand même très partagé sur les résultats de ces combats-là. Il y a vraiment Justin Gaethje où là, je ne l'ai pas vu venir. La performance d'Holloway, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Donc 2 sur 5, c'est un flop malheureusement. Et malheureusement, c'est le deuxième ce mois-ci, 2 d'affilée. Alors le mois d'avril va être compliqué sur les pronostics pour mes résultats. Alors par contre, depuis le début de ma chaîne, depuis le mois de juillet l'année dernière, ça fait 9 mois que j'ai créé cette chaîne. C'est seulement le 4e flop que je fais. Donc bon, même si c'est le deuxième ce mois-ci, c'est seulement le 4e sur tous les... puisque j'analyse et je pronostique tous les UFC, 100%. Donc soyez indulgents les amis, malheureusement j'ai pris des risques là-dessus. J'espère que vous ne m'avez pas suivi sur Hill, mais que vous êtes resté sérieux, que vous avez choisi Pereira. Pereira, je l'avais choisi à l'époque face à Prochaska, et là j'ai voulu tenter Hill. Je pensais qu'il serait capable de peut-être créer la surprise. Ça n'a pas été le cas. Voilà, on a terminé avec le récap de ce super UFC 300. Personnellement, moi j'ai adoré l'événement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. En tout cas pour moi c'était un événement réussi et il a tenu toutes ses promesses. On enchaîne du coup sur l'événement suivant. C'est parti. Du coup, on retrouve l'UFC On ESPN numéro 55, Nicolo versus Perez, qui se passera samedi prochain, et on a 5 combats à la carte principale. Alors c'est sûr, l'événement il fait un peu pâle figure comparé à l'UFC 300, et il n'y a aucun gros nom sur la carte, mais c'est sur ce genre de petit événement que naissent les grandes stars et les futurs grands champions. Je me rappelle moi à l'époque, Conor McGregor, son tout premier combat que j'ai vu sur une carte prélim, j'avais été surpris et impressionné par sa prestation, donc il faut négliger aucun événement les amis.
Et on retrouve du coup en premier combat catégorie heavyweight Austin Lane face à Jonathan Diniz. Lane il est américain, il a 36 ans, 12 victoires pour 4 défaites en carrière et 11 KO techniques sur ces 12 victoires. Et 4 défaites également par KO technique. Donc lui quand il gagne ou quand il perd, il y a du finish. Son dernier combat c'est une défaite par KO, un KO violent qu'il a pris contre Justin Tafa à l'UFC 293 au mois de septembre 2023. Avant ça il avait eu contre le même Justin Tafa un no contest. Après il y avait eu un doigt dans l'œil à l'époque. Et on remonte un petit peu en arrière, au mois de septembre 2022, il avait eu sa victoire au Dana White Contender, donc son premier combat entre guillemets à l'UFC. Puisqu'avant ça, il combattait au Fury FC en 2022 et en 2021. Si on remonte un peu plus en arrière, c'est de là du VMC victoire. Donc pour l'instant, à l'UFC, c'est une défaite contre Tafa pour Austin Lane. Face à lui, Jonathan Diniz, il est brésilien, il a 32 ans, il a 6 combats, 6 victoires, 6 KO techniques et aucune défaite. Son dernier combat, c'est sa seule victoire au Dana White Contender, entre guillemets, donc à l'UFC. C'est pas vraiment l'UFC encore, les Dana White Contender. C'était en septembre 2023, il a remporté son combat par KO au premier round. Et avant ça, il combattait dans des petites organisations. C'était Immortal FC ou Spartacus MMA. Et il gagnait tous ses combats par finish au premier round pour l'instant. Il n'a jamais encore fait de deuxième round. Alors, on a deux gros cogneurs face à face, qui ont du KO Power dans les mains. Lane il revient quand même d'un gros KO qu'il a subi au mois de septembre. Face à un combattant invaincu, j'ai peur pour lui. Diniz, je pense qu'il aura plus de confiance. Lane il va être un petit peu plus mesuré, prudent. On revient jamais d'un KO facilement. Donc ça me paraît difficile pour Austin Lane. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Diniz favori avec une cote à 1,34 et une cote à 2,97 pour Lane. Je vous conseille de choisir le Brésilien. Je pense que c'est clairement le choix le moins risqué puisque, comme je l'ai dit juste avant, Lane revient d'un gros KO. Donc, moins risqué de choisir le Brésilien. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve en deuxième combat, catégorie welterweight, Tim Main contre Uros Medic. Tim Main, il est américain, il a déjà 40 ans. 33 victoires pour 15 défaites, il a une énorme carrière. 20 KO techniques, 5 soumissions et 8 décisions sur ses 33 victoires. Et pour ses 15 défaites, il y a seulement 2 KO techniques. 7 soumissions et 6 décisions. Très solide Tim Main. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au mois de septembre 2023 contre André Fiallo. Avant ça, il avait enchaîné quand même quelques défaites contre Alex Morono. Il s'était fait soumettre au mois de mai 2023. Contre Max Griffin, il avait perdu par split decision. Et contre Kevin Holland, au mois de juin 2022, il s'était fait soumettre également. En 2020 et 2021, il avait enchaîné des belles victoires quand même contre Nicolas Dalby ou Mike Perry, par exemple. Donc gros vétéran. Tim Main a 40 ans déjà. Face à lui, son adversaire, Uros Medic. Il est américain, il a 30 ans, mais il a un palmarès beaucoup moins fourni que son adversaire. 9 victoires pour 2 défaites sur 11 combats. 7 KO techniques, 2 soumissions, 100% de finish par contre. Et ces 2 défaites, c'est par soumission. Et son dernier combat, c'est une de ces 2 défaites au mois de novembre 2023. Il a perdu par soumission contre Mick Tibek au roll-by. Il s'était fait soumettre, c'était au deuxième round. Avant ça, il avait enchaîné 2 belles victoires en 2023 et en 2022. Il avait terminé ses 2 adversaires par KO technique. Et si on remonte à l'UFC 266 en 2021 déjà, il avait perdu par soumission contre Jalin Turner. Alors même si Tim Main il est sur une victoire sur son dernier combat, son adversaire il avait quand même enchaîné 3 grosses défaites. C'était André Fiallo. Il sortait de 3 grosses défaites, donc pas exceptionnel je trouve. Medic par contre, son dernier adversaire au roll-by je trouve est très solide. Donc pour ce qui est des cotes, on retrouve une cote à 1,41, favori Medic, face à lui Tim 2,68. Et je vous conseille de choisir Medic, ça me semble être quand même le choix le moins risqué. Cote à 1,41, j'ai peur que ça nous fasse un peu comme avec Jim Miller à 40 ans, ça devient compliqué pour Tim Main. Et je suis pas certain qu'il réussisse à suivre le rythme, surtout si ça dépasse le premier round. Donc voilà, on reste sur Medic et on enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite combat catégorie flyweight, Karine Silva contre Ariane Lipski. Alors Karine Silva, elle est brésilienne, elle a 30 ans, 17 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 17 victoires, que des finishes, 9 KO techniques et 8 soumissions. Pour ses défaites, elle a été mise KO une fois, soumise 2 fois et une décision. Pour ce qui est de l'UFC, sur ses derniers combats, après son arrivée au Dana White Contender en 2021 où elle a soumis son adversaire au deuxième round, sur ses 3 derniers combats qu'elle a enchaînés entre 2022 et 2023, elle a enchaîné 3 victoires par soumission,
les 3 au premier round. Donc vraiment impressionnante la brésilienne. Face à elle, Ariane Lipski, brésilienne également, 30 ans également, 17 victoires pour 8 défaites en carrière, 6 KO techniques, 4 soumissions et 7 décisions pour ses victoires. Pour ses défaites, elle a été battue par KO technique 4 fois et 4 décisions. Et pour ce qui est de ses 3 derniers combats, elle est également sur 3 victoires en 2023, toutes. Une par soumission, son dernier combat, et les 2 d'avant, elle les a gagnées par décision, split decision et décision unanime. Si on remonte en 2022, elle avait perdu par KO technique au premier round. Et en 2021 et 2020, elle avait également 2 défaites par finish, par TKO également. Donc il y a eu quand même pas mal de défaites sur les 2 dernières années. Lipski, je pense qu'elle est plus complète que Silva. Silva, elle a surtout le sol pour elle, mais en striking, ça risque d'être compliqué. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Lipski favori avec une cote 1,66 et une cote à 2,10 pour Silva. Ça va être compliqué, je pense que Silva elle a soumis tous ses adversaires au premier round. Lipski, elle n'a jamais été soumise, elle a perdu que par KO technique, KO ou décision. Donc ça pourrait être une soumission éclair au premier round de Silva, c'est possible aussi. Sa cote à 2,10, elle est intéressante dans ce cas. Je conseille du coup de choisir Silva, les frérots. Je pense que sa cote à 2,10 déjà elle est intéressante et elle peut soumettre Lipski. Elle peut réussir à l'emmener au sol et la soumettre au premier round. C'est une possibilité, donc je vous conseille de tenter Silva. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite en co-main event l'américain Ryan Spann face à Bogdan Guskov. Donc Ryan Spann, je viens de le dire, il est américain, il a 32 ans, 21 victoires pour 9 défaites en carrière. Sur ses 21 victoires, il a 6 KO techniques, 12 soumissions et 3 décisions seulement. Donc c'est un finisher Spann. Sur ses défaites, 3 KO techniques, 3 soumissions et 3 décisions. Sur ses derniers combats, sa défaite par split decision contre Anthony Smith au mois d'août 2023, où je trouve qu'il avait été volé. Pour moi, j'aurais donné la victoire à Spann et pas à Smith. Avant ça, on remontait au mois de mars 2023, il avait perdu contre Nikita Krylov par soumission au premier round. Et en 2022, par contre, il avait enchaîné 2 belles victoires. Par KO contre Dominique Reyes au premier round. Dominique Reyes qui était un petit peu, voilà, qui est sur le menton fragilisé déjà de ses combats d'avant. Et avant ça, il avait battu Yon Cutelaba par soumission au premier round également. Donc 2 belles victoires pour Spann en 2022. En 2021, il avait déjà perdu donc contre Anthony Smith par soumission au premier round. C'était un combat revanche, son dernier combat. Et malheureusement, il a perdu par split decision. Il avait également perdu aussi contre Johnny Walker par KO en 2020. Donc face à lui, Bogdan Guskov, il vient d'Ouzbékistan, il a 31 ans. 15 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 15 victoires, il y a 13 KO techniques et 2 soumissions. 100% de finish pour lui. Pour ses défaites, une défaite par soumission, une par KO et une par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Zach Poga par KO au premier round au mois de février 2024. Et son combat d'avant, au mois de septembre 2023, à l'UFC Paris, c'est là où il avait perdu contre le solide Volkan Ozdemir par soumission au premier round. Mais avant ça, il avait enchaîné des victoires par KO tout au premier round, mais c'était au MMA Series en 2023 et 2022, avant qu'il intègre l'UFC. Donc son premier combat à l'UFC, c'était contre Ozdemir, c'était vraiment pas facile. Et il a rectifié le tir avec son KO contre Poga au premier round. Alors on a 2 combattants qui ont beaucoup de finitions face à face. Guskov, il a la foudre dans les poings. Ryan Spann, il est assez complet, il est capable de soumettre également, mais même si je pensais qu'il avait gagné pour moi son dernier combat qu'il a perdu par split decision, il m'a pas vraiment impressionné, il a manqué de cardio, ça a été compliqué. Contre Guskov au premier round, il va falloir passer, voilà, le premier round ça va être je pense difficile. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Ryan Spann favori avec une cote à 1,53 et une cote à 2,33 pour Guskov. J'ai quand même envie de choisir Bogdan. Je me dis qu'il pourrait placer le KO au premier round, c'est possible. Spann, il a déjà été mis KO et il est sur 2 défaites. Donc je pense que c'est moins risqué quand même de choisir Guskov malgré qu'il ne soit pas favori. Je conseille donc de choisir Guskov, les frérots. Je pense que la motivation sera plus de son côté. Et on enchaîne sur le dernier combat et main event. C'est parti. Et on retrouve du coup en main event combat catégorie flyweight, Matheus Nicolau contre Alex Perez. Alors Nicolau, il est brésilien, il a 31 ans, 19 victoires pour seulement 3 défaites en carrière, 5 KO, 5 soumissions et 9 décisions pour ses victoires, et ces 3 défaites, elles ont été par KO technique. Son dernier combat d'ailleurs, c'est une défaite par KO au premier round contre Brandon Royval au mois d'avril 2023. C'était le combat qui devait déterminer le futur challenger. Avant ça, il avait enchaîné quand même une super série de victoires, même en dehors de l'UFC, avant l'UFC, parce qu'il était sur 4 victoires à l'UFC,
un finish par KO contre Matchnell au mois de décembre 2022 et 3 décisions. Donc il avait quand même fait une belle série de victoires, Matheus Nicolò. Face à lui, Alex Perez, l'américain, il a 32 ans, 24 victoires pour 8 défaites, 5 KO techniques, 7 soumissions et 12 décisions. Pour ses défaites, une défaite par KO technique, 5 soumissions et 2 décisions. Et sur ses 3 derniers combats, il est sur 3 défaites Perez. Son dernier combat perdu au mois de mars 2024, très récent, il a perdu à l'UFC Fight Night 238, Rosenstruck versus Gaziev, il a perdu contre Mohamed Moukhaev par décision unanime. Avant ça, il avait perdu contre Alexandre Pantoja au mois de juillet 2022 par soumission. Et au mois de novembre 2020, déjà fort monté contre Davison Figueiredo. Donc il a affronté les anciens champions, l'ancien champion Figueiredo. En 2020, il s'est fait soumettre. En 2022, le champion actuel Pantoja, il se fait soumettre. Et là, la star montante Mokaev et il perd par décision. Compliqué pour Alex Perez sur ses derniers combats. Sa dernière victoire remonte en juin 2020. Ça fait presque 4 ans, rendez-vous compte. C'est compliqué pour lui ces dernières années. Alors, en même temps, il a affronté la crème de la crème. Il n'a pas été épargné, Perez. Ces deux combattants complets, hein, capables de soumettre, de mettre KO. Ils ont beaucoup de finish à leur actif. Perez, par contre, je pense qu'il revient peut-être un peu tôt. Hein. Son combat très récent, alors il a remplacé, hein, bien sûr, il a pris en short notice. À la base, Nicolò devait affronter Manel Cap et ça a été annulé. Donc Perez, il a pris en short notice et je pense que c'est un peu tôt après la guerre qu'il a menée contre Mokaev. Pour ce qui est des cotes, on trouve Nicolò favori avec une cote à 1,51 et une cote à 2,38 pour Perez. On a vu dans son dernier combat que Perez, il avait quand même donc galéré contre Mokaev au sol, même s'il a été très résistant. Contre Nicolò, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, je pense que ça va être compliqué. Donc je vous conseille de choisir le favori. Nicolò les frérots, cote à 1,51. Et ce sera très bien dans des combinés. Voilà, on a terminé avec les analyses et pronostics de cette UFC on ESPN numéro 55 qui se passera donc samedi 27 avril. J'espère que ces pronostics vont être bonnes. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo la semaine prochaine pour l'UFC 301. On aura Alexandre Pantoja qui défend sa ceinture flyweight face à Steve Erceg. Et en co-main event, on retrouvera Jonathan Martinez face au retour de l'ancien champion José Aldo. Voilà les amis, on en a terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce pour donner de la force à la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis. C'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de façon récréative. Et toujours de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Et c'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.